Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau bilan culture du mois de janvier 2022. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour moi ça a été un mois assez difficile, je dois l'admettre. J'avais vraiment énormément d'objectifs en début d'année, très envie d'avancer, etc. Et en fait je me suis un peu fait rattraper par le mauvais temps, par les mauvaises énergies, par pas mal de stress en fait et de débordement de la vie en ce mois de janvier. Mais je pense que le mois de février nous réserve plein de belles surprises. On est le 1er février, je suis très contente de filmer ce bilan culture et je vais quand même vous parler de choses qui m'ont plu ce mois-ci et qui m'ont permis de tenir et de rêver un peu. On commence tout de suite avec le cinéma. Au cinéma j'ai découvert deux sorties de janvier qui étaient très attendues. La première c'est En attendant Bojangles, le film adapté du roman de Olivier Bourdeau réalisé par Régis Ronsard, qui est un film que je qualifierais de film un peu pâté parce qu'il est assez fantasque, il y a énormément de décors, il y a énormément de costumes, il y a des gros acteurs très connus, Romain Duris, Virginie Efira, ça va un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de musique, etc. Et c'est accessible pour le grand public je trouve, mais c'est quand même un film que j'ai aimé, même si voilà il a pas l'esthétique qui me plaît le plus. J'avais adoré déjà le roman, qui est un de mes romans préférés, et là j'ai aimé retrouver ces personnages et retrouver cette histoire au cinéma. Je pense aussi que c'est parce que ça fait pas mal écho à mon histoire personnelle et à des choses chez moi, mais c'est quand même un film vachement tire-larme et tous les gens que j'ai dans mon entourage qui l'ont vu l'ont beaucoup aimé aussi. On est sur l'histoire d'un couple qui s'aime à la folie, mais justement il y a la question de la folie, notamment chez le personnage de la mère qui semble avoir des troubles qui s'accentuent au fur et à mesure des années. Et entre ce couple, il y a le fruit de leur amour, leur enfant, et donc c'est l'histoire de cette famille-là qui fait des choses assez particulières et qui traverse la folie comme elle peut. C'est quand même très très poétique et très beau, bien que très triste, mais c'est un film que je recommande parce que je trouve qu'il peut toucher un public vraiment très large et vaste, et j'ai adoré la performance des acteurs, donc je vous le recommande vivement. J'ai aussi découvert au cinéma le dernier film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, qui se passe dans la banlieue de Los Angeles dans les années 70. Et ici, on va suivre deux personnages, un jeune garçon de 15 ans et une jeune femme de 25 ans, qui se lient d'amitié, se rencontrent et se lient d'amitié. Et donc, on va les suivre dans une espèce d'épopée de leur vie. On va pas d'un point A à un point B, enfin on n'a pas de but final dans leur quête, mais on les suit dans l'avancée de leur relation. Et même si ça semble un peu décousu et qu'on a un enchaînement de plein de séquences assez diverses et variées et que ça peut être un peu déroutant, moi au début je me suis dit oula, je suis pas sûre d'accrocher, en fait je me suis fait totalement emporter. Je trouve l'image magnifique et je trouve surtout les personnages et la relation tellement bien écrits. Ça m'a fait plaisir de voir des personnages et une relation qui soit pas totalement cliché, qui n'ait pas de contours très établis et qu'au contraire on soit dans un flou et dans une construction et dans une relation d'amour qu'on voit évoluer et qu'on ressent nous aussi. C'est un film que j'ai trouvé très joyeux, qui m'a en fait fait beaucoup de bien, et vraiment j'ai adoré ces personnages qui me suivent et auxquels j'ai vraiment cru. Donc c'est un film que je vous recommande grandement. J'ai pas du tout vu en fait le cinéma de Paul Thomas Anderson, mais je dois vous avouer que ça me donne vraiment envie de le découvrir, et du coup j'ai hâte, peut-être que je vous parlerai d'autres de ces films le mois prochain. Au cinéma, j'ai aussi vu Au Champeau, qui est un cinéma qui montre notamment des vieux films et des rétrospectives à Paris, Les Ailes du Désir, un film de 73 de Wim Wenders, qui est le film préféré de ma tante et qu'elle m'avait conseillé de voir. C'est un film avec du noir et blanc, mais aussi quelques séquences en couleur, qui a été restauré en fait en version 4K, et je pense que c'est pour ça qu'il le montrait au cinéma. Et là on suit des anges qui en fait accompagnent la vie quotidienne de plusieurs personnes dans Berlin, quand il y a encore le mur de Berlin. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé pour sa poésie et pour son propos sur la vie, sur le fait de s'attacher aux détails, aux coïncidences, à tout ça. C'est un film qui est difficile à résumer parce que c'est un film un peu méta quand même, vu qu'on a la présence de ces anges que nous spectateurs voyons avec notre point de vue omniscient, mais que les personnages du film ne voient pas nécessairement, et qui ont potentiellement un pouvoir de vie ou de mort, ou en tout cas ils peuvent décider ou accentuer de telle ou telle manière le destin des personnages. C'est un film vraiment très poétique aussi, qui je pense est très personnel et une expérience que chacun doit se faire. Je sais pas si je l'aurais pas beaucoup mieux vécu au moment où il est sorti. J'ai l'impression que ça fait partie de ces films qui sortent à un moment, à une époque, et qui font vachement écho à ce qui se passe lors de cette période. Notamment, enfin, je pense par exemple aux Olympiades, qui est un film que je trouve vraiment très actuel, très ancré dans nos années, et je pense que c'était le cas pour Les Ailes du Désir de Wenders. Et en fait j'ai quand même aimé le propos qui est assez simple mais qui
qui correspond vraiment beaucoup à ma philosophie de vie, qui est d'apprécier le détail, de se laisser surprendre, d'être un peu dans le moment et dans la valeur de tout, dans la valeur ouais, du détail quoi, et de la petitesse des petits événements qui font que la vie est ce qu'elle est et qu'elle est quand même douce et agréable à vivre, voilà. J'ai aussi vu au cinéma le dernier film de Desplechin, Tromperie, que je n'ai pas du tout aimé, je me suis franchement assez ennuyée. En acteur, on a Denis Podalides et Léa Seydoux qui sont en gros un couple, enfin lui est un écrivain qui trompe sa femme avec Léa Seydoux notamment qui est une de ses maîtresses. Cet homme en fait s'inspire de ses histoires avec ses maîtresses pour les remettre dans ses romans, mais c'est un film qui est excessivement bavard pour pas grand chose, j'en retiens pas grand chose du tout, ni esthétiquement ni sur le propos. Je me suis vraiment en fait ennuyée, mais je crois que le cinéma de Desplechin me plaît pas. Ça fait plusieurs films que je vois de lui que j'aime pas trop malheureusement, à part 3 souvenirs de ma jeunesse, c'est lui qui a fait ça je crois. Franchement c'est pas le cinéma qui me touche et me parle le plus, donc j'ai été assez déçue et c'est vraiment pas un film que je vous recommande d'aller voir malheureusement. Sur Netflix, j'ai découvert le dernier film de Adam McKay, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup et dont je vous recommande le travail. Il a notamment fait Vice, The Big Short. Et donc là, le dernier qu'il a sorti, c'est Don't Look Up, avec un casting de ma boule mentale et qui a eu une énorme presse puisque le propos fait beaucoup écho à notre actualité. On est sur un groupe de scientifiques dans une université aux États-Unis qui découvrent qu'une météorite va arriver sur la Terre et l'exploser dans 6 mois et qu'on n'a pas le choix que de voir ce qui est en train de se passer. Ils tiennent au courant les gouvernements et on va voir les réactions complètement idiotes et démesurées du gouvernement pour nier la réalité scientifique, et donc je trouve que ça fait quand même écho aux propos sur l'écologie, le dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui et depuis déjà 50 ans. Mais c'est un film qui est très cynique comme tous les films de Adam McKay, qui je trouve là est un peu plus une production Netflix que ce qu'il a pu faire auparavant et qui était sorti en salle, dans le sens où c'est un peu plus extrême, un peu plus poussé, un peu moins précis je trouve. C'est un petit peu exagéré tout le temps et ça va un petit peu trop loin je trouve dans la vraisemblance, dans la bêtise et dans l'intrigue du scénario qu'on pousse au bout quoi. En fait je trouve toute la première moitié du film très réussie et la deuxième rattrape un peu, j'ai l'impression, des choses et essaye de continuer à avoir un scénario qui va toujours plus loin, qui est toujours plus impressionnant, mais qui du coup est de moins en moins vraisemblable et en fait moi j'ai un peu lâché à ce moment-là. Mais c'est quand même un film intéressant qui m'a plu, qui m'a beaucoup diverti, donc je vous le recommande si ça vous intéresse. Et puis dans tous les cas ça vient quand même faire réfléchir à la question de nos politiques et de ce qu'est notre société aujourd'hui, absolument effrayante quant aux questions scientifiques prouvées, donc ça force à réfléchir là-dessus, voilà, donc c'est pas plus mal. Je me dis que pour un public non averti qui aime voir ce genre de film un peu extrême, un peu prod Netflix, un peu gros acteurs américains, un peu effets spéciaux et tout, ça peut plaire et peut-être ça peut choquer. En tout cas j'espère que ça résonne chez n'importe qui, même si c'est très satirique. Au cinéma j'ai aussi découvert le film Noël et sa mère de Arthur Dreyfus. Ça fait 3 bilans culture que je vous parle de cette personne, je suis absolument obsédée, mais bon que voulez-vous, il y a des obsessions comme ça, on n'y peut rien. Ici on est sur un documentaire avec un dispositif hyper simple mais hyper chouette. C'est un Noël, donc un personnage, un homme d'une quarantaine d'années, homosexuel, et sa mère, donc une femme d'une 60aine d'années, qui chacun sont dans des pièces noires à parler de leur rapport à l'autre, chacun dans l'intimité, puis ils se rejoignent tous les deux pour voir les images qu'ils ont filmées chacun de leur côté et rebondir à ce qu'ils ont dit. Et alors que je pensais que les 15 premières minutes résumeraient assez bien quelque chose qui serait étalé sur 1h30 de film, en fait c'est pas le cas et on est quand même vachement surpris par la narration et comment le récit se construit et prend de l'ampleur avec le temps. Donc c'est un documentaire qui m'a beaucoup plu par son format, parce qu'on est sur un dispositif encore une fois hyper simple, qui coûte pas cher entre guillemets, mais quand même un récit qui est hyper important, notamment sur la relation à la mère, beaucoup ça quand même, c'est beaucoup la question de la maternité et de ce
ce qu'on en veut ou pas à sa mère, les traumas qu'on récupère. Malheureusement, il était dans très peu de salles à Paris et je pense qu'il est très peu distribué, mais j'espère qu'il sera en VOD d'ici quelques mois et que vous pourrez garder la référence et le retrouver en ligne. Parce que si vous aimez le docu un peu alternatif, un cinéma un peu de niche, un peu psycho, un peu sur l'intime et sur des personnages du réel qui sont touchants comme ça et qui nous emportent dans leur réalité, ce film pourra sûrement vous plaire, donc je vous mettrai les infos en barre d'infos. J'ai aussi regardé une série sur Canal, je vous en avais parlé dans le précédent bilan culture, mais je voulais regarder la série de Romane Boringer, L'amour flou, qui était un film d'abord que j'avais beaucoup aimé et qu'elle a développé à présent en série de 9 épisodes je crois, et j'avais envie de la découvrir. C'est une série qui m'a vachement plu, je trouve que ça fait bien écho au film et que ça continue le propos mais que ça prend tous les avantages du format série. Donc en fait on est sur l'histoire de Romane et de son mari Philippe, enfin son ex-mari Philippe, qui quand ils se séparent ont 2 enfants et décident de créer un sépartement, donc un appartement relié par un couloir avec la chambre des enfants pour continuer à vivre ensemble mais séparément, ce qui est un concept trop cool. Enfin, je trouve ça assez génial et assez beau de ce que ça veut dire de l'amour et des valeurs de cette famille là. Mais là on est sur comment ça se passe quand finalement on est vraiment séparés et que chacun fait son destin. Et j'ai aimé la part de réalité de cette histoire mêlée à la part de fiction, l'écriture de la série. Au début j'avais peur de pas m'accrocher parce que je trouvais ça un tout petit peu trop surjoué et en fait je me suis totalement laissée emporter. Je trouve le personnage de Monica Bellucci super chouette aussi. Je trouve que c'est drôle, c'est fin, c'est en même temps très touchant et j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est une réalisatrice que j'aime de manière générale parce qu'elle parle, même si c'est d'une certaine classe sociale d'artistes bourgeois parisiens, ça m'a plu, ça m'a touchée de ce que ça montrait de la fragilité de chacun des personnages, de leur sensibilité et du fait que parfois on n'a pas réponse à tout et que tout est en construction tout le temps, même dans les relations et même quand on est adulte et même quand on s'est aimé pendant des années et voilà. Et ouais, ça m'a vachement touchée, donc ça pourra peut-être vous plaire et c'est dispo sur Canal+. J'ai écouté pas mal de podcasts ce mois-ci, j'en ai découvert des nouveaux et ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que je tourne beaucoup avec les mêmes podcasts tout le temps. Et là j'en ai découvert des nouveaux quand même super chouettes dont j'avais envie de vous parler. Le premier c'est Profil, un podcast de Arte Radio, donc c'est juste des personnages qui racontent leur histoire. Il y a plein de récits différents mais pareil, c'est des partages de vécu et d'intimes de personnages de la vie réelle, c'est ce qui me touche le plus. Arte Radio c'est toujours très fin, très précis et très juste et très beau en fait. Donc j'aime beaucoup m'isoler avec ce genre d'épisode et Profil c'était vraiment cool, donc je vous le recommande vivement si vous êtes team pied sur terre, transfert, des choses comme ça. Et le deuxième podcast que j'ai un peu saigné ce mois-ci c'est La Leçon, un podcast qui ici vient interviewer des personnalités importantes de différents milieux, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des comédiens, qu'est-ce qu'on a d'autre, des auto-entrepreneurs, enfin énormément d'artistes actuels, enfin très actuels, sur les leçons qu'ils ont apprises dans leur carrière et les échecs qu'ils ont pu faire ou avoir et comment ça leur a permis de construire la carrière qu'ils ont aujourd'hui, de rebondir et d'être des personnes épanouies et heureuses. J'aime ce podcast déjà parce que les personnes qui sont interviewées c'est des personnes qui font vraiment partie de ce que je consomme en matière de culture, de musique. Enfin, c'est quand même des personnalités jeunes, je dirais entre 20 et 40 ans, que je connais et donc je suis le travail. Je pense à Yael, je pense à Ichon, je pense à la mannequin Léna Simone, enfin je pense à Sandrea sur YouTube. Bref, c'est des personnalités que je connais déjà. Ce que j'ai aimé c'est que déjà je trouve la journaliste très talentueuse parce qu'elle arrive vraiment à rebondir sur les questions, à être vraiment dans un échange, dans un dialogue, dans une discussion, et je la trouve très forte pour ça. Elle s'adapte vachement bien à l'invité qu'elle a, mais aussi parce que j'en ai tiré des leçons aussi et que de comparer mon parcours au leur et de comprendre les leçons qu'ils traversent qui sont parfois les mêmes leçons qui résonnent avec moi, ça m'a fait du bien, je me suis sentie moins seule et je trouve que ça rend ces personnes qui sont quand même publiques et un peu stars plus accessibles et j'ai beaucoup aimé ce format là, donc je vous recommande vachement La Leçon. Un autre podcast que j'ai pas mal écouté aussi ce mois-ci, c'est Le Bel Âge, qui est un podcast qui ici vient interviewer des jeunes personnes,
je dirais entre 20 et 30 ans là aussi, sur leur parcours, leur questionnement, leur parcours de vie, leur interrogation, leur expérience, pour donner un regard, là encore une fois, un témoignage personnel auquel on peut s'identifier et qui peut nous inspirer d'une manière ou d'une autre. Et donc ça aussi c'est un podcast qui m'a plu et qui je pense pourra toucher les plus jeunes d'entre vous qui s'interrogent sur le fait de trouver leur voie, le fait de grandir, le passage à l'âge adulte, même si moi j'en sors un peu et ça y est, je me considère comme une adulte et que j'ai fait un peu mon chemin et mon taf, ça peut plaire aux plus jeunes d'entre vous, donc n'hésitez pas à aller checker ça, c'est en barre d'infos comme d'habitude. J'ai fait une exposition, il y en a une d'entre vous qui m'a dit ouais Jeanne tu parles jamais d'expo, mais malheureusement j'ai pas trop le temps de faire des expos même si je rêverais d'en faire plus. Je suis allée voir l'expo à la fondation Vuitton Morozov qui est un collectionneur, enfin c'est deux frères collectionneurs russes qui ont collectionné beaucoup de choses au 19e siècle et des choses très belles avec des couleurs de ma boule mentale. C'est une exposition que je vous recommande 1000 fois, ça fait un bien de fou et ça fait ressentir des trucs incroyables dans ce début de mois de janvier. Franchement ça m'a fait mais un bien de... Ouais vraiment ça m'a transportée. C'est une expo que j'ai beaucoup aimée. J'adore comment les expos de la Fondation Vuitton elles sont faites. Je les trouve très complètes. C'est des expos qui sont un peu chères malheureusement, mais il y a quand même des tarifs étudiants et des choses comme ça. Et la très bonne nouvelle c'est que c'est une expo qui a été prolongée. Du coup vous avez jusqu'à avril pour aller la découvrir. Réservez votre billet et y allez pas en week-end parce que je pense que le monde peut malheureusement jouer sur l'expérience de l'exposition et s'il y en a trop ça peut être décevant et on peut ne pas avoir bien accès aux œuvres. Et en fait ce que je trouve super aussi à la Fondation Vuitton c'est que vous avez des mini visites de 15 minutes à chaque étage toutes les demi-heures et c'est super parce que du coup c'est pas une visite très longue, c'est que 15 minutes sur un chapitre. Nous on en a fait deux, on en a fait une sur Cézanne et une sur Matisse et ça apprend plein de choses et c'est assez passionnant. Vraiment je trouve la Fondation Vuitton super chouette et cette expo assez exceptionnelle. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour vous remplir de couleurs et de joie en ce mois de février dépressif et gris. Au Théâtre du Rond-Point, je suis allée voir le théâtre Clara Askill, Prélude et Fugue, qui est un théâtre qui ne se fait plus malheureusement, mais je vérifierai s'il tourne pas en France. C'est un spectacle, un seul en scène, avec une pianiste et une actrice, étant Laetitia Casta, qui donc vient raconter l'histoire de Clara Askill, qui était une grande pianiste que je connaissais pas du tout, et qui du coup ça va raconter son parcours, comment elle est devenue si connue et quelle a été sa vie. J'ai pas tant aimé l'écriture parce qu'on est quand même sur une espèce d'épopée de vie à moi je, enfin à la première personne en gros, du début de mes vies à la fin, et c'était très théâtralisé, mais forcément c'est obligatoire. Mais la performance de Laetitia Casta est quand même assez exceptionnelle et c'est à ça qu'on voit une bonne comédienne je trouve. Et là tenir 1h30 comme ça et de faire vivre autant de personnages, parce que du coup Clara Askill on l'apprend quand elle naît et on la quitte quand elle meurt, donc elle joue ses différents âges tout en étant exactement la même, avec le même costume et la même posture quasiment, mais c'est vraiment tout ce qui est joué par la voix et j'ai trouvé ça très fort. Donc c'était quand même une très belle expérience de théâtre parce que c'est à ça qu'on voit quand même la beauté et le talent des comédiens, et ça doit être un exercice vraiment chaud quoi, de faire 1h30 comme ça de seule en scène. Et en fait c'est aussi pour ça que j'aime le théâtre, c'est parce que forcément c'est lié à la mise en scène et au cinéma et c'est ce à quoi j'aspire, et du coup ça me permet je crois d'avoir un meilleur rapport au travail du comédien. En tout cas un regard différent, et ça me plaît vachement. Donc encore une fois, si vous avez des trucs de ouf vus au théâtre, écrivez-moi tout ça en barre d'infos parce que j'aime le théâtre, c'est trop beau le théâtre, même si c'est malheureusement assez cher, c'est vraiment tellement bien le théâtre. Et c'est génial parce que maintenant j'ai 10 heures trucs de ouf et j'ai des AirPods trucs de ouf, du coup j'écoute de la musique et ça faisait partie de mes résolutions de l'année, donc je suis très contente parce que j'ai écouté pas mal de trucs. Je partage le compte Deezer de mon frère, donc j'écoute beaucoup sa musique. On n'a pas du tout les mêmes goûts, mon frère, c'est pas du tout la même personne que moi. Mais je regarde aussi en fait les sorties d'albums. Donc j'ai écouté l'album de Alexia Grady hors saison, pas ouf, enfin j'ai pas trop aimé malheureusement. J'ai écouté l'album Tête brûlée de Iliona, pareil, pas ouf. J'avais adoré sa chanson C'est moins joli ou moins jolie, qui était une voix piano avec un clip en noir et blanc sur YouTube, ça j'avais beaucoup aimé. Mais je trouve que l'album Tête brûlée est pas exceptionnel malheureusement, en tout cas moi j'ai pas été touchée. J'ai écouté l'album Capri Songs, enfin la mixtape Capri Songs de FKA Twigs, trop bien, vraiment j'adore, cet album est trop cool, elle est trop cool. Le dernier album d'Odezen, je suis un peu déçue franchement, et ouais je m'attendais tellement à quelque chose d'autre que j'avoue j'ai été un peu déçue. Voilà en gros pour les albums que j'ai découverts, et j'ai trop hâte de continuer à consommer de la musique comme ça grâce à Deezer et à mes AirPods pour les
mois qui arrivent parce que vraiment c'est quand même très chouette de découvrir les albums de track 1 à track 10 ou 20. En fait j'adore découvrir la musique comme ça, donc trop contente de continuer à faire ça. Et pareil, si vous avez des bons albums ou des super playlists à écouter et à me faire découvrir, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça me ferait très plaisir. C'en est tout pour ce bilan culture, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de voir du cinéma, d'écouter des podcasts ou de la musique. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la partager, ça fait très plaisir quand notre travail est vu et reconnu, parce que ça reste du travail de faire tout ça. Je vous mets en barre d'infos mon compte Instagram si vous voulez me suivre, c'est Jamira, ça s'affiche là quelque part autour de ma tête parce que je poste assez régulièrement et notamment mes coups de cœur quand je vais au cinéma ou quand je vois un truc au jour le jour, et bah je le partage directement là-bas. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à dimanche prochain, prenez soin de vous, gros bisous.